Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session des Sphere Talk. Et aujourd'hui, on va vous parler je vais vous parler d'infrastructure as code et des solutions qui permettent d'utiliser l'infrastructure as code et voir que il y a autre chose que Terraform qu'on peut utiliser. Il y a d'autres outils et notamment un des outils que je vais vous présenter par la suite. Donc, avant d'aller plus loin, on va revenir d'abord sur les concepts. Quand on parle d'infrastructure as code, on parle qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un modèle de configuration qui permet de gérer, de manager votre infrastructure à travers un ensemble de fichiers qui décrivent votre infrastructure. Et ces fichiers-là sont lisibles, sont compréhensibles par des humains. Et cette démarche s'oppose à une démarche plus traditionnelle où, en gros, on va utiliser des scripts custom, où on va utiliser la console d'administration, on va faire un ensemble d'actions manuelles pour gérer notre infrastructure. Et quand on parle d'infrastructure as code, il y a une analogie qui revient souvent, qui est l'analogie Pets and Cattle. Donc, en gros, les animaux de compagnie et le bétail et le troupeau. Dans une démarche traditionnelle, les ops, on va dire, ont une tendance à avoir une démarche pratiquement affective avec leurs serveurs. Ils vont leur donner un petit nom, ils vont se connecter dessus pour savoir leur état de santé. Ils vont savoir si ils vont se connecter dessus pour faire un ensemble d'actions manuelles pour vérifier que tout va bien, pour installer le dernier patch qui va bien. Ils connaissent par cœur leur serveur et en aucune façon ils souhaitent en gros le remplacer parce que de toute façon ils l'ont customisé, ça fait plusieurs années qu'ils l'utilisent de cette façon-là et en aucunement ils veulent créer un nouveau serveur. S'ils le perdent, ça sera la fin du monde. Du coup, cette démarche, cette approche-là, elle s'apparente en gros à l'approche PETS, donc à l'approche animaux de compagnie. Donc en gros, on traite vraiment nos serveurs comme des animaux de compagnie, on va les soigner, on va les dorloter, on va en prendre soin et voilà. Quand, avec en gros la montée en puissance du cloud, notamment, cette démarche-là, elle est plus viable. On ne peut plus s'amuser à traiter nos serveurs comme des animaux de compagnie. On a besoin d'avoir une démarche industrielle. Et du coup, cette démarche industrielle, elle s'apparente du coup à l'approche Kettle, c'est-à-dire en gros, on va traiter nos serveurs de façon industrielle, de façon homogène. On va du coup appliquer un ensemble de processus automatiques. Et quelle idée derrière ça? C'est en fait, l'idée, c'est qu'en gros, qu'on a un processus répétable, un processus homogène, un processus consistant, et que l'ensemble de notre infrastructure soit correctement décrit et que n'importe qui puisse intervenir dessus. Si on perd notre serveur, si notre serveur tombe, c'est pas grave. Il y en a un autre qui va être remonté automatiquement, qui va grâce à la description qu'on a effectuée, et on n'a pas besoin. L'humain a une part moins importante que dans une démarche traditionnelle. Donc on se fie vraiment, notre source référentielle, c'est le code de notre infra, et ça s'arrête là. Pour implémenter ce type de démarche, cette approche d'infrastructure as code, on a un ensemble d'outils. On retrouve, donc l'ensemble des cloud providers ont mis en place un ensemble d'outils. Donc chaque cloud provider a son propre outil. Donc par exemple, on va retrouver du CloudFormation chez AWS, du Google Deployment Manager sur la GCP. Après, ces outils-là, souvent, on va décrire notre infra sous forme de YAML ou sous forme de JSON. Donc, ça reste comme des langages qui restent verbeux et en termes d'expressivité, on peut faire mieux. Il existe d'autres outils, donc des outils, par exemple, qui sont pas liés notamment au cloud provider. Donc, on va retrouver notamment les descripteurs YAML pour orchestrer un cluster Kubernetes. Ou autrement, il y a une autre solution qui est assez répandue qui s'appelle Terraform. Alors, Terraform, c'est une solution d'HashiCorp.
Elle ne s'appuie pas sur du JSON ou du YAML, elle s'appuie sur un langage qui leur est propre, donc c'est le langage HCL, pour HashiCorp Corporate Language. Et ça reste tout de même, du coup, encore un nouveau langage à apprendre. Ça reste encore, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais en termes d'expressivité, ça reste globalement limité. C'est un langage qui évolue lentement. Ça reste une très bonne solution, mais je pense qu'on peut faire mieux en fait. Ils ont quand même fait des progrès, notamment sur la dernière version, la version 0.12 en termes d'expressivité, mais quand même ça reste limité par rapport à d'autres langages qu'on peut connaître. Et du coup, qu'est-ce qui reste comme solution alternative à ça? Il y a une solution qui a émergé il y a quelques temps qui s'appelle Pulumi. Donc Pulumi, c'est une solution qui a été initiée par un Joe Diffie et Eric Rudder, qui a été initiée vers fin 2016, qui a été dévoilée en public en 2018 et mis en open source par la suite. Et la version 1.0, elle est sortie en septembre 2019. Il y a une version 2.0 qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Mais du coup, ça reste quand même une solution assez jeune, qui a environ 6 mois, mais qui est très prometteuse. Quelle est leur démarche qu'ils ont adoptée? Comment ils ont répondu à la problématique que j'évoquais tout à l'heure, notamment en termes d'expressivité des langages? Ils sont partis du principe que quel serait le meilleur langage pour coder notre infrastructure qu'un langage qu'on utilise tous les jours, qu'on utilise au quotidien pour coder pour coder nos applications. L'idée, ce serait d'utiliser vraiment un langage de tous les jours, un langage qui, du coup, en termes d'expressivité, en termes d'écosystème, on se retrouve à avoir quelque chose de très large et de très expressif. Et c'est pour ça que, du coup, avec Pulumi, on peut coder notre infrastructure en différents langages, donc des langages que tout le monde connaît. Donc, on va se retrouver en TypeScript, en JavaScript, en Python, en Go. Et dernièrement, ils ont rajouté aussi le support des langages .NET. Et avec ces langages, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? En fait, on va pouvoir faire la même chose que ce qu'on fait avec, par exemple, Terraform, c'est qu'on va pouvoir gérer l'infrastructure de nos clouds publics. Donc, on va gérer, on retrouve les trois principaux clouds publics. On va retrouver de la GCP, de la AWS, de l'Azure. On peut gérer aussi du cloud privé avec OpenStack. En termes de cloud, ça ne se limite pas à ça. On va retrouver aussi d'autres clouds, notamment, je pense par exemple à Alibaba, un cloud chinois. Mais ça ne se limite pas à ça. On va pouvoir aussi gérer des clusters Kubernetes, c'est-à-dire on va pouvoir gérer l'ensemble des ressources de notre cluster. Donc, on va pouvoir gérer des pods, des déploiements, des services et ainsi de suite. Et enfin, en termes d'interaction, on ne va pas se limiter à ça. On va pouvoir aussi agir sur des systèmes tiers. Donc, notamment, on va pouvoir coder notre base de données, administrer notre base de données avec notre code, ou même on peut, par exemple, gérer des serveurs de type GitLab, par exemple, pour coder les différentes permissions, les différents rôles qu'on doit affecter au projet GitLab, et ainsi de suite. Donc, on voit déjà qu'en termes d'éventail, Pulumi est assez large et permet d'adresser un ensemble de providers, un ensemble de fournisseurs de ressources qui s'apparentent à ce que fait Terraform. Alors, rentrons un peu plus dans le détail. Comment fonctionne Pulumi? Quels sont les différents concepts qu'on a quand on utilise Pulumi? La première notion qui existe, c'est la notion de programme. Donc, qu'est-ce qu'un programme? En fait, ça va être l'ensemble des fichiers dans lesquels on va coder notre infrastructure. Donc, ça va être des fichiers en JavaScript, ça va être des fichiers en Go et ainsi de suite. Après, on a la notion de projet. Un projet, ça va être le projet, ça va être celui qui contient le programme et ainsi qu'un ensemble de métadonnées, notamment des métadonnées qui vont permettre de dire quel est le type d'infrastructure qu'on adresse et ainsi de suite. Et enfin, on a la notion de stack. Donc la stack, il faut voir ça comme une instance d'un projet. On va voir en général une instance de notre projet par type d'environnement. Donc on va voir sur notre environnement de dev, on va voir une stack, par exemple la stack de dev, on va voir une stack de production et ainsi de suite. On peut même aller jusqu'à aller faire des stacks qui a autant si on travaille si on travaille sur des projets avec des feature branches, on va créer une stack par feature branch. Et donc, du coup, il faut voir donc, la stack comme une instance de notre projet et du coup, qui c'est dédié à un environnement donné. L'autre concept qui est intéressant à connaître, c'est la notion de state. Alors, qu'est-ce qu'un state? En fait, ça, c'est l'état, c'est un snapshot de l'état de notre infrastructure à un instant T.
Donc, à chaque fois qu'on va déployer notre infrastructure, à chaque fois qu'on va déployer des nouvelles ressources, qu'on va supprimer ou qu'on va mettre à jour, il y aura un snapshot de cet état-là qui va être fait pour savoir où on en est. Donc, quand on crée des nouvelles ressources, on a la possibilité du coup de savoir où on était avant, sur quoi on veut aller, et du coup de pouvoir effectuer un différentiel. Si on va un peu plus dans le détail, si on prend un peu une vision un peu haute de notre architecture, qu'est-ce qu'on voit? En fait, pour ceux qui connaissent Terraform, on a une architecture qui est assez proche de Terraform. On a un engine qui est, pour ceux qui connaissent, qui est l'équivalent du Terraform Core, qui va interagir avec le state, avec des providers et avec notre programme. Donc, un provider, c'est la brique qui va gérer le cycle de vie d'un fournisseur de ressources. Donc, on va avoir un provider pour AWS, un provider pour la GCP, un provider pour Kubernetes, et ainsi de suite. Donc, c'est lui qui gère le cycle de vie, qui fait l'interface avec les fournisseurs de ressources et qui va agir, qui va déclencher l'ensemble des opérations dessus, qui va solliciter l'API de ces fournisseurs de ressources, et ainsi de suite. L'engine, lui, il va faire le différentiel avec l'État. Donc, et du coup, par rapport aux opérations qu'il doit appliquer, il va solliciter les providers. Le point qui change par rapport à Terraform, c'est la partie basse. C'est la partie qui s'intitule Language Host. Donc, Language Host, en fait, c'est un runtime. C'est lui qui va en charge d'exécuter notre programme. Donc, il va exécuter l'ensemble de notre programme. Et qu'est-ce qu'il fait en plus? C'est que du coup, il va communiquer l'ensemble des ressources qu'on souhaite gérer. Donc, il faut voir que le langage host communique uniquement des intentions, c'est-à-dire je souhaite gérer mes 3 ressources. Après, c'est le engine qui va savoir si, par rapport à ces 3 ressources qu'il souhaite gérer, où on en est. Est-ce qu'il doit en créer 2? Est-ce qu'il doit en mettre à jour 3? Est-ce qu'il doit en effacer quelques-unes? Et ça, il le sait par rapport à son state. Donc, il fait son différentiel et du coup, il peut solliciter les providers pour déclencher les opérations qui vont bien. L'autre chose à se connaître, c'est au niveau des providers. Pulumi distingue 2 types de providers, en fait. Donc, ils ont eu l'idée de dire ils ont l'idée aussi de faire des providers basés sur Terraform. Donc, en gros, on a des providers Pulumi qui sont basés sur des providers Terraform et du coup, qui permettent de récupérer l'ensemble de l'éventail des opérations de ces providers. Donc, et en général, en plus, ces providers Pulumi suivent totalement les mises à jour des providers Terraform. Donc, on a quelque chose de très puissant à ce niveau-là et qui, en termes de richesse d'opération, qui est aussi complet que ce qu'on peut trouver sur d'autres solutions d'infrastructure as code. On a un autre type de provider qui existe, c'est les providers qui ont été créés from scratch. Donc, notamment, c'est le cas du provider Kubernetes. C'est un provider qui est basé sur aucun autre type provider, donc qui est basé sur des providers Terraform, mais qui est géré de la même façon qu'un autre provider. Donc, en gros, le engine, lui, la seule chose qu'il voit, c'est les providers. Il sait pas que si c'est il va solliciter l'interface des différents providers. Il sait pas si c'est un provider basé sur Terraform ou un provider qui a été écrit from scratch. Pour lui, il les traite tous de la même façon. En termes d'implémentation, l'ensemble des briques sont écrits en Go, sauf la brique qui concerne le language host. Donc, le language host, il utilise le même langage de notre programme. Donc, si on a codé notre programme en JavaScript ou en TypeScript, on va retrouver du coup un language host qui va être implémenté de la même façon et qui va tourner sur du Node. Pour gérer nos states, en gros, on a différentes façons de gérer nos states. La façon la plus, on va dire, la plus basique, ça va être de la gérer en local via un file system. La problématique de ça, c'est que du coup, dès qu'on gère notre state en local, ça veut dire que c'est un state qui n'est pas partagé avec d'autres personnes. Donc, dès qu'on souhaite travailler en équipe ou dès qu'on souhaite, du coup, on a une intégration continue qui déploie automatiquement notre infra, elle a besoin d'accéder à un state en remote et du coup, l'avoir ce state en local, ça pose problème. Donc, c'est intéressant à titre de développement personnel. Après, si vous êtes tout seul à gérer votre infra, pourquoi pas, mais ça reste du coup assez limité. C'est pour ça que du coup, ils ont mis en place la possibilité de stocker nos states dans des buckets.
Donc, on va pouvoir stocker dans un bucket lié à la GCP, dans un S3, ainsi de suite, dans un blob d'Azure. Et donc, du coup, ce state, du coup, maintenant, il est partagé. On a la possibilité de travailler en équipe dessus, que plusieurs personnes sollicitent ce state, et tout le monde peut accéder. La problématique qui reste encore par rapport à ce type de gestion de state, c'est que on se retrouve encore, c'est à nous de gérer la création de notre bucket, de gérer potentiellement les permissions qui sont associées à ce bucket pour dire que voilà, telle personne n'a pas accès à ça. Donc ça reste quelques actions encore manuelles à faire. Et du coup, Pulumi a adressé cette problématique-là en proposant un service SaaS qui enrichit les possibilités, notamment en termes de gestion des rôles, de gestion des permissions, et qui est notamment gratuit à titre privé sur les projets privés, mais qui reste du coup payant dans une offre pour une offre commerciale. Mais en gros, qu'on utilise le state soit stocké dans des buckets ou qu'on utilise le service SaaS, les deux répondent totalement aux besoins qu'on attend d'un projet de type d'infrastructure as code pour le gérer à titre au niveau d'une entreprise. Si on va encore un peu plus dans le détail, comment on définit une ressource? Une ressource, ça se définit assez simplement. En fait, toutes les ressources étendent le même objet qui est l'objet qui est présenté ici, qui est l'objet ressource, et qui prend à chaque fois 3 arguments. Le premier argument qu'on va retrouver, ça va être le nom logique. Donc, ce nom logique doit être unique. Donc, c'est un nom arbitraire qui est donné par la personne qui code son infra. Et du coup, c'est un nom qui doit être unique au sein de notre programme. On ne peut pas avoir 2 fois la même ressource avec le même nom. La chose importante à savoir, c'est que du coup, ce nom logique, il est différent du nom physique qui va apparaître au niveau de par exemple, dans notre cloud provider. Donc, par exemple, si on on donne un nom à notre ressource qui s'appelle web server, le nom physique qui va être présent dans la GCP va être différent. Par défaut, ça va être quelque chose qui va être irrité. Donc, du coup, en général, par défaut, il va concaténer le nom logique avec un ID, défini, un ID aléatoire qui va être autogénéré. Mais potentiellement, on pourrait avoir une autre stratégie de nommage. Mais en tout cas, la chose importante à savoir, c'est qu'il y a une différence entre le nom logique qu'on donne et le nom physique qui apparaît au sein de notre fournisseur de ressources. Après, on a un deuxième argument qui contient une liste de propriétés. Donc, ces listes de propriétés, c'est ça qui vont définir quelles sont les propriétés de ma ressource. Donc, par exemple, on va retrouver le type d'instance de notre machine virtuelle. On va retrouver, dans le cas si on déploie des ressources Kubernetes, par exemple, on va trouver l'image du conteneur qu'on souhaite déployer, et ainsi de suite. Et enfin, il y a un troisième paramètre qui agissent comme des options, qui agissent sur le comportement de notre ressource au sein de notre programme. Donc, qui n'est pas lié directement au cloud provider, par exemple, mais qui agit sur son comportement au sein du programme lorsqu'on va l'exécuter. Donc, si on prend un exemple, on va par exemple ici, on crée une ressource de type EC2, donc là c'est une ressource de type machine virtuelle sur AWS. On lui donne un nom logique qui s'appelle web server et on lui définit un ensemble de propriétés. Donc là par exemple, on va lui définir le type de l'instance qui est une T2 micro et on va lui définir aussi l'image qui est utilisée pour créer, sur lequel va se baser notre machine virtuelle. Donc l'important, c'est vraiment de voir que toutes les ressources sont définies de la même façon. Donc se définissent assez simplement et en termes ça reste pas du tout verbeux et très simple à comprendre, à déclarer l'ensemble de notre code. L'autre point à savoir, c'est comment on définit qu'une ressource dépend d'une autre, en fait. Parce que quand on crée un ensemble de ressources, il y en a certaines ressources qui doivent être créées l'une avant l'autre. Ça va se définir par rapport aux propriétés. Dès qu'on va injecter une propriété au sein d'une ressource vers une autre ressource, Pulumi va définir un graphe qui va permettre un graphe de dépendance qui va dire que telle ressource, la ressource A, potentiellement va être obligée d'être créée avant la ressource B. Donc tout ça, c'est fait automatiquement et ce graphe-là est déterminé automatiquement au moment où on va lancer le déploiement, au moment où on va faire le plan de déploiement, il va calculer automatiquement cette partie-là. Donc les ressources, les propriétés de nos ressources sont soit des ressources de type brut, on va dire des chaînes de caractères, des valeurs comme ce que j'ai indiqué dans l'exemple, soit ça peut être des propriétés venant d'autres ressources.
Prenons un exemple. On va prendre un exemple. On souhaite travailler sur un cluster Kubernetes et on souhaite déployer des ressources au sein de ce cluster. Donc là, pour information, en local, j'ai un serveur K3s, donc qui est un cluster, c'est une implémentation d'un cluster Kubernetes qui est un peu plus légère que les implémentations classiques, mais qui est très adaptée, notamment quand on travaille sur un laptop et qui est intéressant à ce niveau-là, en fait, qui est une distribution beaucoup plus légère. Donc, prenons un exemple simple. Donc là, je vais éditer mon programme. Et qu'est-ce qu'on voit dedans dans notre programme? Donc, c'est un programme qui est écrit en JavaScript. La première chose, c'est qu'on importe du coup la librairie qui permet de gérer l'ensemble des ressources de type Kubernetes. Et quand on va créer deux types de ressources, une ressource deployment et une ressource service. Ce type de ressources, c'est les ressources qu'on retrouve classiquement en général à minima quand on déploie des ressources au sein de Kubernetes. En général, on trouve ces deux-là. Donc, la première ressource deployment, on va lui définir par exemple une probabilité de réplica, donc savoir combien de fois, combien de réplications, combien de fois notre conteneur va être, notre pod va être répliqué. Et on lui définit aussi, par exemple, l'image qu'on va utiliser. Dans mon cas, je vais utiliser une image Nginx que je vais essayer de déployer. L'autre chose, c'est donc la ressource service. La ressource service, elle permet du coup, on va définir qu'est-ce qu'on souhaite exposer. En l'occurrence, je vais exposer mon service sur le port 30001 pour pouvoir y accéder. Après, on se dit que là, pour l'instant, j'ai défini mes deux ressources. Souvent, quand on déploie des ressources Kubernetes, on va se retrouver souvent à déployer des déploiements des services et à chaque fois les deux ensemble. C'est pas toujours le cas, mais potentiellement, souvent, on va se retrouver à faire ce travail-là. Du coup, on pourrait se dire, ça pourrait être intéressant de créer un niveau d'abstraction qui englobe ces deux-là. Et pour faire ça, du coup, Pulumi, et le fait d'utiliser un langage connu et un langage comme le JavaScript ou comme d'autres langages, c'est un langage qui est vraiment adapté à ce niveau-là. Donc, si on faisait ça, on créerait par exemple un nouveau fichier, en l'occurrence, sur lequel on va définir une nouvelle ressource. Dans ma ressource, là, j'ai défini arbitrairement, elle s'appelle Service Deployment. Et on va du coup encapsuler à l'intérieur de ce service-là, de cette nouvelle ressource-là, les deux ressources que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc ici, on redéfinit la ressource deployment, on redéfinit la ressource service, et l'ensemble des arguments qui sont passés à ma ressource service deployment, je vais les injecter au sein de ces deux ressources. Donc là, potentiellement, j'ai mis aussi des ressources des valeurs par défaut. Par exemple, pour la partie réplication, si le paramètre n'est pas précisé, je le mets par défaut à 1. Et mais après, je suis assez libre à ce niveau-là. L'autre chose qui est intéressante, tout à l'heure, j'évoquais la notion des options qui peuvent être précisées au niveau d'une ressource. Ici, je définis une option. Donc, c'est le troisième paramètre. Là, je définis en fait une option qui permet de dire que je définis une relation enfant-parent, en fait. C'est-à-dire que ma ressource service deployment va avoir deux enfants qui seront la ressource deployment et la ressource service. Si on souhaitait du coup utiliser cette nouvelle ressource, comment on procéderait? En fait, ici, donc là, j'ai mon ancien code. Donc là, je vais récupérer mon nouveau code et on écrira juste ça. Donc du coup, j'importe ma ressource que j'ai définie au préalable, donc ma ressource service deployment. Et du coup, je l'appelle, j'instancie, donc j'instancie mon service deployment. Je définis du coup, je lui donne un nom logique, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là, je définis juste mon image que je souhaite utiliser, mon image du coup Nginx, et du coup, le port. Donc maintenant, mon code de mon infra est écrit. Maintenant, je souhaite la déployer. Alors, comment je procède? Donc, du coup, pour procéder, j'ai une commande, une interface de Pulumi met à disposition une interface de ligne de commande qui s'appelle donc Pulumi. Donc là, pour lancer mon déploiement, je fais un Pulumi up. Donc là, je la lance. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que du coup, j'ai mon service déploiement qui apparaît ici et j'ai mes deux ressources enfants. Donc la ressource déploiement et la ressource service. Comme mon cluster
est vide, ben, comme en gros comme cette ressource n'existe pas, il va me dire que, l'engine va créer ces ressources-là. S'il existait déjà, potentiellement, il y aurait pu avoir des updates, il y aurait pu avoir des deletes. Mais dans mon cas, comme ça n'existe pas, c'est une création qui est lancée. Donc là, j'ai un plan qui est défini. À chaque fois qu'on fait un déploiement, il y a le plan qui est déterminé et qui est déterminé par rapport à l'état actuel qu'il connaît en fait de son infrastructure. Donc là, je l'applique. Il lance mon déploiement. Donc là, il est en train de créer. Et dans quelques instants, normalement, il va déployer mon service. Donc là, on voit que le service web a été déployé. Donc mon service NGX a été déployé et a été tourné au niveau de tourne au niveau de mon cluster. On a vu qu'il y a eu une petite latence entre les deux en fait. En gros, on a vu que le serveur web est apparu avant que Pulumi, que l'outil de ligne de commande rende la main. En fait, c'est dû au fait que Pulumi va s'attendre, va vérifier que tout est correctement déployé et va faire un ensemble de tests avant pour s'assurer que l'état souhaité correspond bien à l'état attendu. Un des cas qui arrive, c'est par exemple le cas des cas de réplication. Si on a défini un ensemble de réplicas, par exemple un réplica à 3 ou 4, il va rendre la main uniquement quand le nombre de réplicas aura atteint le résultat qu'on souhaite. Et donc, du coup, d'où le fait que, en gros, ce petit temps de latence qu'il peut avoir. Donc, c'est intéressant. En gros, l'idée, c'est vraiment d'avoir le retour uniquement quand tout est déployé et quand notre infrastructure a atteint l'état qu'on souhaitait, en fait. L'autre chose intéressante avec Pulumi, c'est comment il a adressé la problématique des Cloud Functions. Au niveau par exemple, si on prend l'exemple avec Terraform, c'est avec Terraform, on est obligé de packager nous-mêmes nos Cloud Functions. C'est à nous de gérer de créer notre zip, de packager l'ensemble de notre programme avec les dépendances qui vont bien avec, l'ensemble de notre code de notre Cloud Function avec l'ensemble des dépendances, et après, du coup, de gérer son déploiement. Pulumi a pris une approche totalement différente. Il s'est dit que ça pourrait être intéressant que ce soit directement le Pulumi qui gère ça directement. Donc, comment il fait? En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sérialiser automatiquement le code de nos fonctions et les dépendances qui sont associées. Et du coup, il va déployer cet ensemble-là. Donc, cette responsabilité, c'est le language host qui le fait au runtime. Donc, il fait cette sérialisation-là au runtime et du coup, après, il communique ça au engine qui va déployer du coup cet ensemble de code. Si on prend un exemple, ici, là, j'utilise une ressource de type Cloud Function donc, pour déployer au sein de la GCP. Et donc, du coup, la ressource qui correspond à ça, c'est un HTTP callback function. Donc, de la même façon, je lui définis un nom logique et je lui définis mon code de mon application. Donc, ici, c'est un code très simple qui envoie juste une chaîne de caractères. Et on voit que, qu'est-ce qu'on voit? C'est que notamment, le code de notre Cloud Function, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle appelle une fonction qui est externe à notre ressource. Et que cette même ressource appelle un module NPM. Lui, au moment de la sérialisation, il va détecter ça. Il va se dire que ma Cloud Function a besoin de ces éléments-là. Il va tout sérialiser. Il va déployer cet ensemble. Et du coup, on n'a rien d'autre à faire. L'intérêt de cette démarche-là, et notamment pourquoi Pulumi a adopté cette approche, c'est qu'ils se sont rendus compte, c'est que souvent, quand on déploie des applications de type serverless, qu'on déploie aussi des Cloud Functions et ainsi de suite, souvent, on a le code de par exemple, de notre Cloud Function est étroitement lié à son déploiement, en fait. Et du coup, le fait de pouvoir gérer tout ça dans un ensemble cohérent, ça a une plus-value importante et ça facilite la lisibilité et la compréhension de ce qu'on souhaite déployer et comment on va le déployer et qu'est-ce qui contient ce déploiement. L'autre chose intéressante à évoquer, c'est la notion d'export. On a la possibilité, dans une stack, on a la possibilité d'exporter un ensemble de propriétés au sein de notre stack. En l'occurrence, ici, j'exporte le endpoint de ma Cloud Function au sein d'une propriété qui s'appelle URL. Donc, ma stack, alors en output, cette propriété URL.
À quoi ça sert notamment? Un des intérêts, c'est quand on a plusieurs stacks, on gère plusieurs stacks et que certains stacks référencent d'autres stacks. Donc, si on a une stack A qui exporte une propriété URL, la stack B, quand elle va référencer la stack A, parce qu'elle a besoin de connaître certaines ressources, elle aura possibilité du coup de récupérer ces propriétés qui ont été exportées en fait, et uniquement d'ailleurs ces propriétés qui sont exportées. Donc si je souhaite la déployer, de la même façon que tout à l'heure, je fais un pull up. Là, pour gagner du temps, ma cloud function est déjà déployée au sein de la GCP. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand il fait mon différentiel, il considère qu'il n'y a pas de différence et du coup, il considère que rien n'a bougé. Donc là, je relance les déploiements. Donc l'intérêt, c'est que tous les déploiements sont idempotents. C'est d'ailleurs en gros que on peut le faire n fois et on aura toujours en gros ce même résultat. Ça bougera pas. Et l'autre chose qu'on voit, c'est que la propriété que j'ai exportée tout à l'heure, qui s'appelait la propriété URL, on la retrouve ici en fait. Elle est visible quand on lance elle a été exportée et donc du coup elle est visible. Et si je souhaitais utiliser ma cloud function, là dans mon cas c'est assez simple, je vais utiliser un curl et du coup j'ai juste besoin de dire récupère-moi la propriété URL de ma stack, utilise-la pour faire comme endpoint pour mon curl. Et du coup, là, j'ai concaténé avec un query param juste parce que du coup, ma cloud function prenait un query param. Et donc là, je lance. Là, ma cloud function vient de répondre. Et du coup, la cloud function a répondu. Et du coup, a répondu, répondu instantanément et a répondu comme ce que je souhaitais, en fait. Si après, juste, je souhaitais la détruire, moi là, je ne vais pas obligatoirement le faire, mais j'aurais juste à faire un Pulumi destroy. Et là, je vois qu'il va essayer d'effacer l'ensemble des ressources que j'ai créées. Donc là, on voit l'ensemble des ressources qui ont été créées de façon, en gros, abstraite. Donc là, effectivement, c'est celle que j'ai définie, la callback function, mais on retrouve tout ce qu'il a dû créer. Parce que notamment, dans le cas d'un GCP, quand on déploie une cloud function dans la GCP, c'est qu'il faut créer notre archive, il faut déployer cette archive-là au sein d'un bucket, après référencer cette archive-là de ce bucket et ainsi de suite, en fait. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de créer des ensembles cohérents et d'avoir vraiment cet ensemble cohérent à ce niveau-là. Après, Pulumi ne s'arrête pas là, en fait. Pulumi a eu l'idée aussi d'enrichir ses ressources en rajoutant des comportements bien spécifiques. Donc, prenons un exemple. On a un exemple simple. On a un utilisateur qui va pousser un ensemble de fichiers dans un bucket et qu'à chaque fois qu'un fichier sera poussé dans ce bucket-là, une cloud function sera déclenchée. Si on était en Terraform, comment on procéderait? On créerait d'abord un premier bucket qui va contenir les fichiers qui seront poussés par l'utilisateur. On créerait un deuxième bucket qui va contenir l'archive de notre cloud function. On créerait l'archive de notre cloud function. Et enfin, du coup, la cloud function en elle-même, la ressource de type cloud function en elle-même, c'est-à-dire du coup qui référence du coup l'archive qui a été stocké dans notre bucket, ainsi que comment on déclenche notre cloud function. En l'occurrence, ici, ce trigger-là se dit, en gros, ça se base sur dès qu'on va pousser un fichier dans ce bucket-là, il va déclencher la cloud function. Donc, on voit que pour, en gros, entre guillemets, un exemple très simple, on se retrouve à créer un ensemble de ressources et quelque chose de globalement assez verbeux, même si c'est un exemple assez simple. En Pulumi, c'est beaucoup plus simple. En gros, ils ont enrichi les possibilités des ressources, et notamment, ils ont enrichi la ressource de type bucket en disant, en rajoutant une fonction qui s'appelle onObjectFinalize, qui permet en gros dire dès qu'un fichier est poussé dans mon bucket que j'ai défini, tu vas déclencher la clone function qui est ici, qui s'appelle en l'occurrence hello, que j'ai importé au-dessus, et c'est tout. Donc on voit tout de suite, en gros, l'intérêt de ça, ça va toujours un peu dans ce que je disais tout à l'heure, d'avoir quelque chose de plus lisible, de plus compréhensible, et dans la mesure où notre infra, en tout cas le comportement de notre infra est étroitement lié aussi à notre code et ainsi de suite, d'avoir cet ensemble cohérent, on voit du coup la plus-value que ça peut avoir.
Et au niveau des tests, comment ça se passe? Souvent, quand on crée une application classique, on crée un ensemble de tests, des tests unitaires, des tests d'intégration, ainsi de suite, et ça ne nous viendrait pas obligatoirement à l'idée, ça ne nous viendrait pas à l'idée de ne pas en faire, en fait. Quand on fait de l'infrastructure, pourquoi on aurait une démarche différente? Alors, avec Terraform, notamment, il existe des outils qui font le job, qui permettent de répondre à cette problématique-là. La problématique, c'est quand même, ça reste encore une nouvelle solution à appréhender. C'est pas obligatoirement ce qu'il y a de plus simple à appréhender. Et du coup, ça nécessite un apprentissage potentiellement qui est non négligeable. Avec Pulumi, de la mesure où on utilise un langage répandu, connu, qui a son écosystème, l'idée c'est que du coup, on va pouvoir utiliser l'ensemble des frameworks, l'ensemble de cet écosystème. En termes de framework de test, il en existe plein, notamment en JS, en TypeScript, mais dans les autres langages, c'est la même chose. Et du coup, on va pouvoir faire de la même façon. Donc si, ah, un petit problème. Voilà, j'étais pas dans la bonne fenêtre. Si on, du coup, on a un exemple d'infrastructure. Du coup, là, ici, c'est une infrastructure, c'est pareil, assez simple. On va définir une EC2 sur lequel on attache un groupe de sécurité, sur lequel, du coup, ce groupe de sécurité, on va dire, expose-moi le port 22 et le port 80 sur le reste du monde. C'est-à-dire, en gros, on va pouvoir accéder à cette EC2, soit par le port 22, soit par le port 80. Comment je ferais si je souhaitais procéder au test de cette infrastructure? Donc, je créerais un fichier de test qui est ici. Donc là, dans mon cas, j'utilisais un framework de test assez classique, en l'occurrence le framework de test Mocha. Je décris mon test comme la même façon que je décrirais n'importe quel test en JavaScript. Et donc là, je vérifie que l'idée de mon test, c'était de s'assurer de vérifier est-ce que le port 22 est exposé. Donc si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, du coup, là, dans mon cas, j'exposais le port de 22 sur le reste du monde. Donc du coup, mon test va partir en erreur, mais du coup, c'est volontaire. Donc là, l'idée, c'est que je vérifie que le port 22 n'est pas exposé sur le reste du monde et en récupérant notamment mon security group qui est porté par la propriété groupe, la variable groupe. La chose intéressante à voir, c'est que juste devant mon test, j'utilise le Pulumi All. À quoi ça correspond en fait? C'est que l'ensemble des propriétés l'ensemble des propriétés d'une ressource sont résolues de façon asynchrone. Donc, il est nécessaire d'attendre que l'ensemble de mes propriétés soient disponibles, soient résolues avant de déclencher mon callback qui va faire mon test. Donc ça, c'est l'intérêt du Pulumi All. Donc ça s'apparente à comment on gère notamment les promesses avec le Promise All, par exemple. C'est qu'on a un ensemble de promesses et qu'on souhaite que l'ensemble de ces promesses soient résolues. On va faire un Promise All. Et là, c'est le même comportement, c'est la même logique. Donc du coup, là, j'écris mon test. Après, si je souhaite l'exécuter, de la même façon, je vais utiliser ce que je connais. Donc là, je vais faire un NPM test. Mon NPM test, il va déclencher Mocha, il va exécuter Mocha et il va lancer. Donc là, tout de suite, on voit comme ce que j'évoquais tout à l'heure, on voit que mon test est tombé en erreur parce que le port 22 est exposé et que si je souhaite que mon test passe, du coup, je vais corriger mon infra. L'idée derrière, c'est vraiment d'avoir, comme dans n'importe quelle application, d'avoir notre éventail de tests unitaires qui vont vérifier un ensemble de propriétés. Ça peut être de vérifier, donc comme ce que je disais, au niveau des sécurités groupes, vérifier par exemple en termes ça se trouve le nommage, qu'on souhaite un nommage bien particulier, de vérifier par exemple au niveau des types d'instances qu'on configure pour limiter un certain éventail d'instances, pour éviter qu'on mette tout et n'importe quoi. En vrai, du coup, on a la possibilité de créer un ensemble de tests très facilement avec du coup le langage qu'on connaît, donc soit en JS, soit en Go et ainsi de suite. Et du coup, de ne pas être perdu. En gros, on utilise un langage et notre écosystème qu'on connaît, et il n'y a pas de nouveauté à apprendre. On écrit notre infrastructure comme on écrit une application.
Pour conclure, alors là, je vous ai montré juste un éventail, un échantillon de ce que peut faire Pulumi. Après, il y a plein d'autres choses qui existent. Alors, Pulumi reste une solution assez jeune, comme ce que je disais tout au début. C'est une solution qui a environ 6 mois et du coup, mais qui évolue très rapidement. Il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont rajoutées régulièrement. Notamment, je pense à par exemple tout ce qui est mock. Donc là, on a la possibilité d'intégrer de gérer des mocks au sein de nos tests. Donc on mock un ensemble de ressources parce qu'on souhaite se concentrer sur une ressource donnée et que les autres ressources, du coup, on va les moquer. On a la possibilité, il y a une nouvelle brique qui a été rajoutée, par exemple, qui s'appelle Policy as Code. Donc, Policy as Code, en fait, c'est définir un ensemble de règles de police, on va dire, qui vont s'appliquer à un ensemble de ressources qu'on souhaite. Donc, un exemple simple, c'est on souhaite, par exemple, contrôler les tags qui sont affectés à notre infrastructure. Du coup, on va définir, potentiellement, on pourrait le faire en test unitaire, mais on va pouvoir aussi le définir autrement en faisant de la policy as code. Donc, définir un ensemble de règles qu'on souhaite que nos ressources respectent. L'autre chose aussi qui existe, c'est par exemple, pour prendre toujours l'exemple de nos tags, on a la possibilité souvent, en général, les tags, on va l'appliquer à l'ensemble de nos ressources, de nos ressources. Le problème, c'est que du coup, on va se retrouver potentiellement avec les mêmes tags tout le temps, ou en tout cas avec des règles applicables qui seront les mêmes à chaque ressource. Et du coup, il y a Pulumi propose des fonctions qui permettent de dire applique-moi une règle de transformation à l'ensemble de mes ressources en disant rajoute-moi par exemple telle propriété, donc par exemple rajoute-moi les tags un tel et un tel pour l'ensemble de mes ressources. Et du coup, au lieu d'être obligé de définir sur chacune des ressources ces tags-là, on le fait juste une fois en écrivant notre règle de transformation et ça suffit. Donc on voit en termes de lisibilité, de maintenabilité, tout le gain que ça peut avoir, toutes ces fonctionnalités. Il y a un ensemble de fonctionnalités qui apparaissent au fur et à mesure. Il y en a, je pense aussi, autrement d'autres, ils ont surchargé aussi leur librairie Kubernetes et AWS, et je crois que c'est en cours aussi pour d'autres choses. C'est pour notamment rajouter des bonnes pratiques. Souvent, par exemple, quand on crée une infrastructure, on va se retrouver à créer les mêmes ressources à chaque fois. Et donc, du coup, au lieu d'être obligé de définir clairement toutes ces ressources, on a des ressources, de la même façon que j'ai fait pour tout à l'heure pour Kubernetes, qui vont encapsuler d'autres ressources et qui permettent de simplifier l'écriture et tout en respectant des bonnes pratiques. Ben, je vous remercie.